Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la MACVAC, la maison du combattant de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement. Je m'appelle Sandra Mascaro et je suis la responsable de l'établissement. Alors, je suis très heureuse ce soir de présenter cet événement dans le cadre du mois parisien du handicap à l'initiative de la mairie de Paris et de la mairie d'arrondissement du 19e arrondissement. Donc, au programme ce soir, un événement intitulé « Il, a, aurait, voudrait ». Donc, dans un premier temps, Guylaine Monnier, à distance, interviendra pour nous parler de ses ateliers. Puis Sandra Chartel, ici présente, nous fera une lecture de textes d'artistes du 19e arrondissement ainsi que d'habitants et de résidents du foyer Cap-de-Vent. Puis, Cindy et Vasile, ici présents également, et Hormoz, un artiste, photographe et réalisateur, lanceront un débat sur le thème vie affective et handicap. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Andrea Fuchs, adjointe au maire du 19e arrondissement en charge de la participation citoyenne, des conseils de quartier, de l'égalité femmes-hommes, des droits humains et de la lutte contre les discriminations d'être présente avec nous. Bonsoir. Ainsi que Cécile Bossavi, conseillère à la mairie du 19e arrondissement, chargée de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Voilà, merci d'être parmi nous. Donc, Madame Bossavi, je vous laisse la parole pour ce début de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver, même si nous sommes encore à distance, pour cette soirée qui est la soirée inaugurale du mois parisien du handicap dans le 19e arrondissement. Le mois parisien du handicap en est déjà à sa 12e édition. C'est un mois tout à fait particulier que la mairie de Paris a souhaité initier pour mettre en visibilité nos citoyens, nos concitoyens en situation de handicap, pour permettre des temps d'échange, des temps de partage, pour exposer les talents dont sont capables les personnes porteuses de handicap. Ce mois est particulier, il permet effectivement de travailler, de sensibiliser, d'échanger pour que l'accessibilité universelle devienne une réalité. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à parcourir pour que l'accès aux loisirs, l'accès au sport, l'accès à la vie citoyenne, l'accès à la vie tout court soit possible sous tous ces aspects pour les personnes en situation de handicap. Anne Hidalgo s'y est engagée, cette mandature sera marquée par cet enjeu majeur, l'enjeu de l'accessibilité universelle. Jacques Galvani, son adjoint, nous a présenté cette semaine la feuille de route qui est la sienne pour permettre à chaque citoyen de vivre complètement sa vie malgré les besoins spécifiques qui sont les siens. Je tiens à excuser ce soir François Dagneau, le maire du 19e, qui souhaitait être parmi nous et qui a été retenu par une urgence et qui ne pourra pas se joindre à nous. Cette soirée est donc la première soirée accueillie à la MACVAC, dont je remercie l'équipe qui a mené un grand travail avec nous pour que cette soirée puisse se tenir et vous accueillir parmi nous. La première d'une série qui va se poursuivre. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, le 16 juin, pour une soirée intitulée « Rencontre à l'aveugle », où nous mettrons à l'honneur des femmes malvoyantes ou aveugles qui ont fait le choix de devenir maman et de vivre de manière tout à fait particulière ce moment de la rencontre avec leur enfant sans jamais pouvoir poser les yeux dessus, en tout cas en posant un regard bien différent sur cette relation. Une soirée qui promet d'être riche en émotions. Puis le 22, nous nous retrouverons dans le même format, le 22 juin, avec un citoyen du 19e qui est un artiste et qui a la chance d'avoir un jeune garçon, un jeune homme maintenant, un adulte autiste que vous avez déjà sûrement croisé dans le parc des Buttes-Chaumont puisqu'il passe son temps à sillonner à roller à toute vitesse l'arrondissement et même tout Paris. Puis le programme se continuera. Le 23 juin, nous accueillerons une très belle conférence avec l'association Agir et vivre l'autisme qui viendra nous parler de l'apport des thérapies comportementales dans l'accompagnement de ce handicap si particulier. Le 29 juin, une conférence sera dédiée aux aidants. Les aidants qui sont ces familles, ces personnes
qui vivent auprès d'une personne en situation de handicap et qui cumulent tous les rôles. Infirmière, je parle au féminin parce que bien souvent les aidants sont des aidantes, infirmières, éducatrices, secrétaires, et elles essayent aussi parfois de rester maman ou de rester l'enfant de la personne en situation de handicap et de préserver la relation dans ce qu'elle doit être. Puis nous finirons le 6 juillet le cycle de conférences à la MACVAC par un diaporama où vous retrouverez les acteurs de ce soir, avec notamment Cindy qui est à mes côtés et Hormoz. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire à tous ces événements. En parallèle, de nombreuses expositions sont organisées. Nous avons privilégié, au vu des conditions sanitaires, des expositions en extérieur. Vous pouvez découvrir depuis le 1er juin une exposition intitulée « Voir la beauté », réalisée par les bénéficiaires du SAVS, Fondation Maison des Champs, sur les grilles des Buttes-Chaumont face à la mairie. Vous pouvez aussi découvrir dans le hall de la mairie un abécédaire en langue des signes qui permet, avec des illustrations, d'apprendre aux plus jeunes enfants quelques mots de langue des signes. Sur les grilles du Jardin d'Eugénie, à proximité de Place des Fêtes, une très belle exposition qui fait la restitution du bal arrangé qui avait eu lieu en 2019 et qui vous invite à participer au prochain bal arrangé qui se tiendra le 10 juillet sur les bords du bassin de la Villette pour inaugurer la saison 2021 de Paris-Plage. Enfin, une exposition sur les gestes barrières a été réalisée par l'association Apertura et se tiendra à partir de vendredi prochain dans la Cité Rose. Voilà. D'autres initiatives sont également programmées dans ce mois parisien du handicap. Je vous invite à retrouver le programme sur le site de la mairie du 19e, avec notamment 1 heure du conte en langue des signes qui s'adresse aux jeunes enfants, une sensibilisation aux différents types de handicap sur le parvis de la mairie le 28 juin et un atelier pour travailler sur l'estime de soi pour les personnes en situation de handicap au centre d'animation Rosa Parks. Ce programme est très riche et je m'excuse d'être aussi longue avant de laisser place à l'événement de ce soir, mais je voudrais saluer l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour ce mois parisien du handicap dans le 19e. Cette mobilisation est issue du Conseil local du handicap, instance participative qui se réunit régulièrement pour permettre à chacun d'exprimer quels sont ses besoins spécifiques et comment la ville, la cité peut s'améliorer pour permettre à tous de participer pleinement à toutes les activités. Je suis un peu émue. Je suis désolée. Donc, cette soirée de lancement se déroule ce soir à la MACVAC au sein de l'exposition « Il a, aurait, voudrait » réalisée par Hormoz, dont on vient de vous parler, avec Basile et Cindy que vous rencontrerez dans quelques minutes. Ils ont formé ensemble une association qui s'appelle Constrictor et ils vous proposent ce soir, ils font une proposition tout à fait inédite. J'ai la charge depuis quelques mois des questions d'accessibilité universelle et de handicap à la mairie du 19e. La question du handicap est une question difficile et on oublie bien souvent dans cette question l'intégrité de la personne dans ce qu'elle est complètement. Les politiques liées au handicap sont souvent des politiques de compensation qui viennent par des aides humaines, par des aides techniques, par de l'accompagnement, par des aménagements particuliers, tenter de compenser le handicap. Pour autant, toutes ces politiques, aussi essentielles qu'elles soient, ne permettent pas de travailler à l'inclusion. Ce qu'il nous faut désormais, c'est pouvoir travailler à une conception universelle, c'est-à-dire ne pas venir corriger des espaces ou corriger des politiques publiques pour les adapter à des personnes qui ont des besoins particuliers, mais c'est de concevoir toutes ces politiques publiques pour permettre à tous d'y avoir sa place. À chaque fois que l'on augmente l'accessibilité et que l'on travaille à la prise en compte de tous ces besoins, on améliore le confort et on améliore la qualité de vie de tous, que ce soit dans l'aménagement d'espaces publics ou dans la prise en compte des difficultés de chacun. Je vous parlais de l'intégrité de la personne et de ce qu'elle est dans toutes ses dimensions. La soirée qu'on vous propose ce soir est l'histoire d'une rencontre, une de mes premières rencontres de jeune élue, je me permets, en tout cas élue depuis quelques mois, avec Hormoz, Cindy et Basile, qui sont venus dans mon bureau m'exposer avec à la fois une grande pudeur, mais une vraie volonté d'évoquer leur intimité, leurs envies, leurs projets, sous l'angle de la vie affective
de l'amour et de l'accès à cette relation à l'autre. C'était un moment particulièrement chargé d'émotions et je pense que ce soir, vous saurez nous restituer avec la même intensité le moment qu'on a vécu dans mon bureau à ce moment-là. Aujourd'hui encore, hélas, les personnes porteuses de handicap ne sont pas toujours considérées comme des sujets. Ce sont bien souvent des personnes qui doivent être assistées, qui doivent être aidées. Et en fait, on oublie cette dimension essentielle qui font d'elles des personnes à part entière, y compris dans la question de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, de la vie affective. La vie en établissement pour les personnes en situation de handicap possède encore des règles qui aujourd'hui peuvent nous paraître complètement désuètes. Des règles de non-mixité, de non-partage de chambre, des règles ou des organisations qui ne permettent pas de sortie à toutes les heures du jour et de la nuit et qui peuvent, sous certains aspects, malgré la qualité des établissements qui existent dans le 19e arrondissement, qui peuvent entraver un pan de la vie des personnes. C'est donc ce sujet chargé d'émotions pour nous tous qui est abordé ce soir. Tomber amoureux, se rencontrer, échanger, accéder à l'intimité avec la spécificité et l'angle particulier d'un corps qui supporte un handicap, mais une vie complète qui doit pouvoir se faire avec le handicap et non malgré celui-ci. Voilà, je vous remercie, puis je vous laisse la parole. J'espère que vous vivrez un bon moment avec nous et qu'on vous retrouvera très vite pour les prochaines initiatives de ce mois parisien. Merci. Merci, Madame Bossavi. J'étais un peu longue, je suis désolée. C'est parfait. Alors, est-ce que Madame Monnier-Guilaine nous a rejoint pour son intervention? Alors, dans ces cas-là, Madame Monnier interviendra certainement plus tard dans la soirée. Donc, enchaînons avec Madame Sandra Chartrer, ici présente, qui va nous lire un texte. Voilà. C'est à vous. Merci. Alors, je fais une petite présentation juste pour que vous sachiez ce que je lis. Je vais lire un premier texte qui est un texte de présentation que j'ai écrit suite à l'invitation d'Hormoz. Et ensuite, Guylaine a conduit un atelier avec Cindy, Fernando, Laure, Azata, Basile sur l'écriture. Elle en parlera mieux que moi. Donc, je lirai également leur texte ensuite. Je citerai leur prénom en début de texte. Carrément. C'est un peu étrange, tu vois, ce maintenant. Et le pire, c'est ce qu'amènent les nouveaux mots. Il a, aurait, voudrait du présentiel. Il a, aurait, voudrait du sans distance. Ce qui s'ouvre à l'intérieur de lui quand ses yeux sont grands fermés. Cet espace de vous toutes en lui. Tout ce qu'il veut, voudrait. Cet espace d'elle à lui aussi. Il a, aurait, voudrait goûter aux 5 sens et carrément plus si affinité. Il dit carrément là, carrément présent à ça, carrément lui avec elle, sans masque, ni gants, ni rien, sans filtre aucun. Un contact des bouches, un contact, un ventre, des gestes fermes, délicats, énergiques, clairs. Pourquoi il devrait se justifier ou attendre ou supplier? Il veut, voudrait sentir le fluide, la surface. Il a, aurait, voudrait du coriace, du lumineux, sans entrave ni barrière, de l'humide, du chaud, sans plasma, de la texture et des odeurs. Une autre réalité, augmentée carrément, de la profondeur des sentiments, téléchargée.
et tout au présent, encodé, biphasé, ici et maintenant. Cindy. Je suis un bonbon sucré et réconfortant qui fait retomber en enfance. Tu es une râpe qui écorche ma peau. Je suis l'étoile qui éclaire mon chemin. Tu es mon ombre. Je suis la montagne. Tu es l'empathie. Fernando. Je suis une chaleur aussi qui s'installait. Je suis une ambiance de 5e zone. Je suis l'eau et rien, et mon corps le ressentit. Je suis à portée de main. Je suis le temps qui fait son travail. Je suis. Et comment allais-je le cacher? L'or. Elle est la brume fumant dans le vert de gris de la prairie. Il est une pensée scintillante qui émerge de l'obscurité. Elle est les ronces en farandole qui accrochent et griffent ses chevilles. Il est mes craintes, mes plus grandes peurs. Elle est le rêve si proche et si lointain, fugace, il s'efface. Azata. Je suis l'amour, fou, heureux. Je suis une étoile, je brille, vis, file. Je suis le poivre, piquant, doux. Je suis la mort, je peine, brise. Je suis le manque, le souvenir. Je suis beau et plein de vie. Voilà. Alors, pour information, Sandra a été autorisée à enlever son masque. Nous sommes bien éloignés, nous avons pris les précautions, les distanciations sociales. Sachez que cette salle peut accueillir à la base 80 personnes, nous sommes moins de 10. Donc voilà, je précise ce détail. Alors, est-ce que Guylaine Monnier est avec nous? Eh bien, elle interviendra plus tard. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer le débat sur le thème vie affective et handicap. Donc, j'invite Basile et Cindy de se rapprocher pour entrer dans le champ. Voilà, c'est très bien. Basile, vous pouvez juste prendre la place. Cindy, Formose, vous pouvez également, si vous le souhaitez, j'en suis sûre que vous le souhaitez, vous avancer à côté de Basile. Donc merci. Sans plus attendre, nous allons donc démarrer le débat. N'hésitez pas à intervenir, à cliquer sur le bouton lever la main, mais également à vous exprimer via le chat ou bien oralement. C'est un débat. Voilà, n'hésitez vraiment pas à partager, à échanger avec nous.
Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hormoz, à Basile et à Cindy pour démarrer ce débat. Merci. Bien placé. Non, encore un tout petit peu. Oui, on ne voit pas encore. On va s'approcher un peu. Voilà. Et la caméra est là. Voilà, tournez-vous juste à droite. Voilà, là c'est parfait. Ouais, super. Super. La parole est à vous. Comment avez-vous commencer? Je vais démarrer en faisant une petite présentation de comment on s'est rencontrés, etc. Alors, je commence déjà par remercier Cécile, Andrea, Valérie de nous avoir fait confiance, ainsi que Olivier et Sandra de la MACVAC et toutes les associations qui nous ont soutenus pour les différents projets. Donc, je pense notamment à Couleur de Pont de Flanc, Cap de Vent et le Fonds de participation des habitants, projet 19. Donc, en fait, voilà, les projets, c'est des projets d'habitants comme Cindy ou comme Basile qui ont voulu exprimer là, dans ces deux cas, de manière un peu fictionnelle et mise en scène, comme s'ils jouaient un personnage. Voilà, ils ont trouvé que c'était opportun de le faire de cette manière pour parler de leur vie affective, parce qu'en se cachant de temps en temps derrière un personnage, on peut dire plus finalement plus parler de soi et peut-être universaliser davantage le propos, puisque ça ne sera pas uniquement sur eux, mais peut-être que tout un chacun pourrait s'y reconnaître. Donc voilà un peu la façon dont on a construit artistiquement les séances photos, pour résumer. Et après, effectivement, vous avez pu constater que c'est des projets très collectifs, puisque des habitants et d'autres artistes rejoignent toujours chaque projet. Donc avec Cindy, ça a été des textes, toujours avec Sandra et Guylaine. Il y a eu aussi une performance musicale et de chorégraphie. Et cette fois, avec Basile, on est encore allé plus loin, puisque là, on a vraiment fait une chorégraphie répétée avec Luigi Arriva. On en a fait un film qu'on vous présentera, on espère, le 6 juillet. Il y aura de la musique. Vous allez voir un artiste qui s'appelle Marie Nellon qui va jouer de la musique, qui a mis en musique le diaporama fait avec Cindy. Les textes, vous les avez entendus, que dire d'autre? Peut-être nous raconter un petit peu comment ce projet photo, donc l'exposition que vous pouvez venir découvrir ici à la MACVAC sur réservation. Vous trouverez toutes les indications. Je crois que l'adresse mail pour s'inscrire, c'est maison.asso.19@paris.fr. Je ne me suis pas trompée d'après le signe que me fait Sandra. Donc, n'hésitez pas à réserver. Donc, les conditions sanitaires nous imposent ce petit protocole, mais n'hésitez pas à rendre visite à la MACVAC pour découvrir l'exposition dont on est en train de vous parler. Peut-être, Hormoz ou Basile, vous pouvez nous parler d'une des photos qui nous entourent aujourd'hui, qu'on ne voit pas à l'écran ce soir, mais qui sont exposées ici. Bah, j'ai souhaité faire des photos avec un modèle et Hormoz il m'a présenté et on a pu faire les photos. Très bien. Donc, c'est vous qui avez défini, Oui, donc vous avez travaillé avec un modèle, et c'est vous qui avez défini les prises de vue, les mises en scène que vous souhaitez nous présenter dans cette exposition. Oui, plus ou moins.
Hormoz, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces moments? Comment ça s'est passé? Combien de temps pour une prise de vue? Comment vous avez élaboré ces moments qui mettent en scène des formes d'intimité pour le modèle Eco-Basile? On s'est vu à peu près, on a commencé à se voir fin 2019. On s'est beaucoup parlé. Basile s'est confié, je lui ai posé des questions. Et Basile, il n'est pas très interventionniste au niveau, par exemple, de ce qu'il veut exactement dans le cadre de chaque photo. Donc, en fait, on construisait ensemble, j'ai proposé des situations et il validait ou pas. Après, il était assez... il savait ce qu'il voulait parce que quand il y avait une situation qui ne lui convenait pas, il ne validait pas. Ensuite, il y a eu la Covid. Donc, il y a une partie des photos qui ont été faites sans qu'on se rencontre lors d'une vraie séance. Donc, en fait, il se filmait avec son téléphone et on était sur Messenger tous les deux et moi, j'avais une disposition, une installation chez moi et je photographiais Basile tout en le dirigeant à travers Messenger. Ensuite, est-ce que tu veux me dire comment tu as ressenti cette première partie de ça? Mais c'était pas, puisque je ne sentais pas, j'étais tout seul, du coup, je n'étais pas très réceptif à ça. Oui, le distanciel est difficile. Oui. La question que vous abordez, effectivement, n'est pas aisée à retranscrire en se tenant à distance. Oui. En fait, on a dit, de toute façon, il y a la Covid, donc tout le monde est frustré, donc parlons de la frustration. Donc avec Basile, on a choisi un peu des images de ces idéaux féminins et sur mes écrans chez moi, il y avait ces idéaux et Basile était sur Messenger en train de se filmer. Et ça donnait deux des photos que vous pouvez venir voir et dont une qui est en partie l'affiche de l'exposition. Ensuite, nous avons rencontré donc Breniaz, qu'on salue, qui est connecté, qui était très, qui correspondait, on va dire, comment, que dirais-tu à propos de Breniaz? Je l'ai rencontré et en fait, c'est Hormoz qui nous a mis en contact. Après, je l'ai rencontré. Et du coup, j'ai fait les photos avec elle et ça m'a, puisque ça me convenait. Comment? Ça lui convenait. Ça lui convenait. Très bien, pardon. En fait, c'est Cindy qui nous a mis en relation. On reviendra si on a le temps sur la Cindy qui a permis cette rencontre avec Basile, avec qui on avait fait une séance photo il y a maintenant 2 ans. Mais Cindy, en fait, nous a toujours soutenus, même dans ce projet, alors qu'elle n'est pas sur les photos. Et finalement, Guylaine est connectée. Guylaine est connectée. On peut poursuivre. On poursuit après. Et voilà, et donc Cindy, je crois, était avec Marie-Thérèse des Couleurs de Flandre, de Pont de Flandre, et elles ont rencontré Breniaz, et voilà, et ça correspondait à ce que voulait Basile. Et pour finir, donc, on a adapté la séance photo ensuite à la Covid, avec des distanciations, avec des gestes barrières, les masques. Et on a été obligé de jouer encore, alors que c'est des photos qui partent de l'intimité, de jouer sur la frustration et un côté un peu onirique et irréel. Comme si finalement le désir de Basile rentrait par la fenêtre parce que
par la porte, c'est pas possible. C'est l'idée que voilà, le désir, si on le met trop derrière la porte, il finit de rentrer par la fenêtre. Et peut-être qu'on peut enchaîner avec Guylaine. Alors, je crois que Guylaine nous a rejoint. Tout à fait. Guylaine Monnier, vous êtes là, il me semble. Oui, bonjour à vous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, une petite intervention de votre part est prévue sur des ateliers que vous menez. Oui, tout à fait. Donc, on vous écoute. Donc, si tu peux nous parler en fait de… Parce que Sandra a lu donc les textes qui ont été écrits par les habitants, les résidents de Cap-de-Vent et du 19e. Et voilà, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta méthodologie, la façon dont tu procèdes pour, voilà, pour amener les participants à écrire. Donc là, en l'occurrence, on a lu les textes, mais il faut savoir que donc c'est ce groupe qui a écrit les titres de chaque photo et ils ont validé le titre général de l'exposition qui est issu du texte Sandra. Voilà. Parce que moi, j'ai plus d'idée pour les titres. Je sais. Voilà, donc effectivement, l'enjeu, c'était de donner un titre à chaque photographie. Bon, il fallait arriver à cette écriture-là qui n'est pas évidente parce que là, on est vraiment dans un acte de création et c'est difficile d'arriver dans un atelier, de présenter des photos qui sont aussi un peu particulières. Donc, il y a quand même toute une approche en amont avant d'extraire comme ça des titres. Donc, ce que l'on a fait lorsque je travaille dans des ateliers d'écriture, je l'ai fait souvent dans le 19e, justement, avec des personnes handicapées, avec l'association Pendule Flandre, que je salue d'ailleurs, qui est présente. Eh bien, j'ai tout un travail au départ de lecture, parce qu'il y a une écriture poétique peut-être qu'il faut approcher pour avoir une sorte d'immersion en fait dans cette poétique-là. Et puis, il y avait un thème qui était fort, donc il fallait trouver des ouvertures vers ces thématiques-là, qui sont et le désir et le handicap. Et je suis passée en fait par l'écriture des sens, le sensoriel, et notamment la lecture de haïkus, par exemple, les haïkus qui passent par les sens beaucoup, et ce que l'on entend, ce que l'on goûte, ce que l'on sent, ce que l'on voit. Voilà, donc c'est vraiment une écriture très, très basée sur le toucher aussi, bien sûr, sur les sens, et c'était intéressant de partir de là, en fait. Donc, on a, cela dit, ça a été assez étonnant parce que, donc moi j'ai commencé par lire ces haïkus pour cette entrée en poésie, cette musicalité des mots. Et puis, très vite, j'ai lu le poème de Sandra Chartrère, qui est fort à recevoir. Et puis, ils ont voulu, les participants ont voulu rapidement voir les photographies, et finalement, ils s'en sont emparés. Donc, c'est vrai que j'avais prévu de travailler tout de suite sur des textes, et finalement, c'est un débat qui s'est vite instauré parce que les photographies de Hormoz imposent cela, qu'elles posent question, et que on a parlé pendant, je ne sais pas, peut-être une heure autour de ces photographies, et il y a vraiment eu une discussion à ce moment-là. Et c'est après où effectivement on a commencé, Hormoz faisait référence à une méthodologie, parce qu'effectivement lorsqu'on travaille en atelier d'écriture, on ne va pas demander aux personnes, on écrit sur ça, allez, on prend un stylo, une feuille, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Donc il y a des petits jeux, on va dire qu'il y a des jeux, on pourrait appeler ça des exercices, mais je n'aime pas trop ce mot-là, mais il y a des petits jeux pour amener à ça.
et pour arriver à quelque chose que l'on saura de toute façon d'assez poétique quelque part et qui est surtout un rendu vis-à-vis des participants qui soit très positif. Parce qu'effectivement, après, il y a un temps de lecture où soit moi, je m'empare de leur texte et je lis en essayant de les incarner un maximum, même si je n'ai pas le talent de Sandra, par exemple, mais j'essaie d'incarner ces textes-là. Et c'est vrai que là, ils le reçoivent tout à fait différemment. Et cet instant, pour moi, il est important de valorisation des écrits et de leurs paroles, bien sûr. Voilà, donc on a fait des exercices où on est parti des sens sur, je leur ai demandé d'évoquer, de décrire quelque chose peut-être de piquant, quelque chose qui serait proche à côté, quelque chose de lointain, d'écrire une phrase, un vers, quelque chose qui pourrait s'assimiler à un vers, mais qui n'en est pas, on ne travaille pas non plus sur des rimes, mais c'est surtout faire sortir des sensations comme ça, du ressenti, de l'émotion, et puis après, effectivement, moi, j'accole des sortes de préfixes où je suis, tu es, nous sommes, parce que finalement, lorsque l'on décrit des choses, elles nous qualifient tout autant. Donc, ce qu'a lu Sandra tout à l'heure était l'un de ces exercices-là, même si l'exercice n'était pas un but en soi, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de produire ces textes-là, c'était juste de la matière pour arriver au titre. Voilà. Donc, il y a eu d'autres petits exercices, on ne les a pas tous lus, je crois, mais c'est vrai que la phrase de Sandra qui titre l'exposition était très forte sur cette temporalité qui disait ce que Vasile avait, ce qu'il pouvait espérer, ce qu'il aurait pu avoir, ce qu'il voudrait. Bref, ces temps qui voulaient dire beaucoup. J'avais trouvé ça très, très intéressant et donc on avait filé aussi des textes sur ce principe-là de je veux, je voudrais, etc. etc. Voilà, je ne sais pas, Hormoz, si... Écoute, non, moi, en fait, j'ai découvert ta méthodologie parce que j'étais un peu dans la pièce à côté. Je me cachais pour ne pas influencer les participants. Et là où j'étais, voilà, en fait, j'ai eu plus de matière que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est vrai qu'en plus les titres de chaque photo des légendes qui était l'exercice initial, je n'ai pas pu m'empêcher de retenir ces quatre poèmes et de les imprimer là. Si vous venez à l'expo, vous pouvez les relire et voilà, de les faire lire à Sandra. Non, voilà, en fait, j'ai eu plus que ce que je voulais. Donc, c'est parti. Oui, mais c'est vrai que c'était des moments, c'est toujours des moments très forts. Et là, en plus, on était sur une thématique très intime. Alors, l'atelier d'écriture est toujours intime par définition, mais lorsqu'on aborde des thèmes comme la nature ou la ville, c'est autre chose, bien entendu, qu'un thème comme la vie affective, la vie intime. Donc, ce sont toujours des temps très forts où les personnes se livrent vraiment. Et c'est intéressant. Cindy qui a participé. Alors, malheureusement, donc, Fernando devait être là. Oui. On avait préparé ensemble tous les trois et il ne peut pas être présent. Donc, Cindy, est-ce que tu as envie, ou Azata même, qui avait participé à cet atelier, à cette écriture autour de l'intime, est-ce que vous souhaitez... Du coup, on était 5 avec Guyane et il y avait vraiment une bonne relation entre nous et on s'est fait confiance de suite. Donc, Oui. Dès quand il y avait cette confiance, je pense qu'on a pu se livrer
comment bouger et ne pas avoir peur du jugement de. Il n'y avait pas de jugement dans les mots de l'autre ou dans le nôtre. Du coup, on y allait comme on voulait et du coup, ça donnait un rendu assez bien, je trouve. Non, on était à l'aise. On était à l'aise, voilà, en petit comité et à l'aise. Voilà, donc, voilà ce que je peux en dire. Tu as dit d'ailleurs que tu aurais voulu que ça dure plus longtemps. Ouais, c'est vrai. Au bout du deuxième jour, tu te lâchais plus et finalement, il aurait manqué. S'il y avait eu un troisième jour, ça serait. Oui, et puis en plus, c'était un travail de groupe, c'est-à-dire que si on aurait pu partir, chacun raconte son histoire, mais là, il fallait trouver ensemble des titres, et donc il fallait une histoire commune, et donc tous sont arrivés à construire une histoire en commun, en fait. Une narration et... C'est vrai que c'était un bon moment. Voilà. Et puis, il y avait ce respect, en fait. Il y avait vraiment un respect de moi, qui pose, Yannick qui pose. Et on devait vraiment respecter les photos sans les maltraiter. Voilà, on les prenait vraiment même avec les doigts, on les prenait vraiment avec soin pour ne pas les abîmer. Et on les a bien regardés, observés. Et non, c'était vraiment bien. J'aurais aimé que ça dure un jour de plus. Voilà. Mais effectivement, vous laissez parler au début, c'était très important finalement. On ne pouvait pas commencer à écrire même en faisant des petits exercices rigolos. On ne pouvait pas. Il fallait effectivement vous livrer les photos et vous laisser parler parce que ce sont des thématiques particulières. Même moi, je ne savais pas, il y a certaines personnes, je ne les connaissais pas, donc je ne savais pas quelle réception elles auraient de ces photos. Et donc, il fallait effectivement en parler ouvertement. Et voilà. Non, on était en osmose les uns avec les autres, en fait. Et, du coup, voilà. Même Fernando qui est pas là et qui me l'a dit après, j'aurais aimé que ça continue. Ça a fait du bien ça m'a fait du bien d'écrire. Voilà. Même s'il n'est pas là, je me permets de dire ça parce que c'était vraiment fort d'avoir écrit. Voilà. Voilà. C'est ce que je peux en dire. Peut-être qu'on a des questions de la salle. Je ne sais pas si la salle souhaite réagir. Moi, je voulais savoir si c'était donc la première fois que vous abordiez cette thématique avec quelqu'un. Voilà, là, ça a été de manière artistique. Est-ce que ça a été compliqué dès le début? Est-ce que vous aviez déjà parlé de cette thématique avant ces ateliers? Moi, j'ai fait mes photos avec Orange aussi. Il y a des expositions, elles s'appellent Alokila, je ne sais pas si vous connaissez. Ça veut dire libre en bambara. Je suis d'origine malienne et j'ai fait appel à Orange pour pouvoir exprimer la sexualité à travers la photo et exprimer le corps féminin, le corps handicapé et le corps cicatrisé. Tout ça à la fois. Je tenais beaucoup à montrer un corps parfait. On n'était pas tous parfaits, mais qu'on pouvait tous poser ou montrer des parties de son corps sans qu'on soit des voyeurs ou voilà, moi, c'est très important de montrer mon corps
mes cicatrices, elles posées, tout en étant habillée, très féminine, voilà, que, que je fais rarement, hein, en général. Et je l'ai fait, et avec un modèle, on avait fait, on a fait un casting, voilà, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup d'hommes qui se sont proposés. Et, non, c'est vrai, c'est On vrai. a eu 200 réponses. C'est pas très sympa parce que Basile est en train de rire quand tu dis ça, Cindy. C'est vrai en plus. Avec le chat d'homme. Oui, c'est vrai. Et du coup, il fallait entre les uns. Bon, après, il y en a 5 qui se sont présentés au casting. Il y a eu un refus parce qu'il y a eu un refus parce que l'homme, il n'aurait pas assumé de poser. C'était sa vision. Et donc, j'en ai choisi un qui s'appelle le Michael, qui était bien, mignon. Et du coup, on avait les photos ensemble. Et après les photos, quand je les ai vues, je me suis trouvé bien. Et même les cicatrices, pour moi, on ne les voyait pas. Alors que j'en faisais vraiment une fixette. Et je me suis dit, mais en fait, on les voit pas tant que ça. Elles sont pas si voyantes. Donc, ça a pu changer mon regard par rapport à mon corps. Et je trouve que la photo, pour ça, est pas mal parce que ça renvoie une image de soi qu'on n'a pas forcément. On se voit pas, on se regarde pas tous les jours dans la glace, mais et puis la tête, on ne se voit pas tous les jours dans la glace. Et puis la tête, et du coup, là, ça permettait de voir tous les détails du corps. Et, et ben, ouais, ça a changé mon regard sur moi. Ça m'a rassuré pour moi-même. Voilà, après la difficulté qu'on peut rencontrer, ou que je rencontre quand même, c'est de rencontrer profondément quelqu'un et et de savoir comment tu prends dans une relation amoureuse ou même amicale, des fois, c'est compliqué, hein, tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond je sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la force de ce témoignage et sur le rôle de la photo, parce que la photo t'a apporté, t'a renvoyé, Ouais, voilà. t'a permis de faire un travail sur toi. Ouais. C'est émouvant, encore une fois. Merci. Rien. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir de derrière son écran? N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Oui, Catherine. C'est Marie-Thérèse, hein, oui. Ah. Marie-Thérèse, alors, il faut juste réactiver votre micro. Voilà. Vous m'entendez? Tout à fait. Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci pour l'organisation, pour l'accueil, pour aussi, enfin merci, merci Vasile, merci Cindy, d'avoir eu l'audace, le courage, la simplicité de nous faire partager vos émotions, vos désirs, vos sentiments et au-delà, enfin moi j'ai été très touchée par le parcours de Vasile. Cindy, on se connaît bien et bon, bon, c'est plus une si grande surprise, même si on apprend toujours de très belles choses avec Cindy. Mais Vasile, je le pensais beaucoup plus timide et j'avoue qu'il m'a bien scotché parce que quand on a eu la chance avec Catherine de voir les premières photos et
je suis très admirative je répète le mot audace, parce que c'est vrai qu'il faut oser se montrer, se dévoiler, partager comme vous l'avez fait, vos émotions, vos désirs, et vraiment, félicitations. Et puis, Hormoz, Sandra et Guylaine, qu'on a eu la chance de connaître grâce à Cindy. C'est vrai que c'est le premier projet avec Cindy qui nous a permis de rencontrer Guylaine et Sandra. C'est vrai qu'il y a eu une très belle prestation, performance, pardon, et prestation de votre part à l'une et à l'autre, en plus des photos d'Hormoz, qui accompagnaient les photos d'Hormoz. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et c'est vrai que les ateliers d'écriture, ça a été un grand bonheur. Bien sûr, pour les projets qui ont abouti, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit, ce que nous ont dit Sandra et ce que nous a expliqué Guylaine, mais on a eu la chance de l'expérimenter pour ces très beaux projets mosaïques donc, Guylaine, comment tu réussis à nous faire accoucher comment tu encourages la créativité. Ces ateliers, c'est toujours un vrai plaisir, hein, et ça donne des résultats, de très beaux résultats, quoi. Donc, un très grand merci, parce que, en fait, nos amis en situation de handicap, qui ont l'audace d'exprimer des choses qui nous mettent sur la voie d'une créativité et d'un partage d'émotions très, très fortes. Donc, merci à vous, et vous nous donnez une belle leçon de vie, et c'est toujours un grand bonheur de partager ces moments-là. Merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir après ce beau discours? C'est parfait. Je vois Christine. Oui, alors je suis assez émue depuis le début, parce que je me dis, quand on parle de sexualité, d'intimité, si on fait semblant, ça ne marche pas. Et donc, je me sens vraiment le devoir d'être vraie, particulièrement ce soir. Et pour rebondir sur ce que disait Marie-Thérèse, alors bravo pour votre audace, mais je trouve que ça pose la question de ma propre audace, de notre propre audace. Et quand tout à l'heure Hormoz parlait de ce que vous vous êtes pris comme nous tous, c'est-à-dire la Covid, je trouve que vous êtes une invitation à se poser la question de mais comment on se remet en route, quoi. Comment on se remet debout, sans jeu de mots par rapport au fait que vous êtes en fauteuil roulant, comment on se remet debout, comment on reste debout avec ce qu'on s'est pris. Et je trouve qu'il y a vraiment, particulièrement dans cette période-là, quelque chose à faire avec cette idée de faire corps. On parle du corps et on parle des personnes. Comment on fait pour rester en lien les uns avec les autres, et la frustration qu'on a éprouvée à un degré moindre de ne pas arriver à se toucher, quoi. Et alors, je vous dis des choses en vrac comme ça, hein, mais en tout cas, voilà, ce que ça m'évoquait, c'est à quel point moi, à Noël, quand j'ai pu prendre mon frère dans mes bras, c'était déjà quelque chose de tellement fou. Et quand j'ai voulu me dégager de cette embrassade, lui est resté, parce qu'en fait, il en avait énormément besoin. Donc, juste ça, ça nous a tellement manqué. Donc là, vous touchez à quelque chose qui nous parle, je pense, en tout cas qui me parle encore plus depuis la pandémie, ce contact avec notre corps et le corps de l'autre. Et puis, par ailleurs, je voulais vous dire que je suis très émue aussi du fait que vous essayez et vous arrivez à trouver les mots sur quelque chose qui, je trouve, est indescriptible, en fait. Et vous les trouvez, les mots, mais il n'y a jamais exactement les mots, en tout cas, pour expliquer. Et je trouve que c'est un exercice fabuleux, et bravo d'arriver à nous faire partager, parce que
pour ma part, je ne sais pas parler quand je fais l'amour. Et puis alors, quand on m'a demandé de parler, je trouvais ça plutôt gonflant, quoi. On est dans le moment et donc trouver les mots, ben, c'est vraiment sur des sensations. Bravo, quoi, pour votre travail d'arriver à communiquer ça. Et puis, qu'est-ce qui me vient encore? Il y avait, voilà, ce que j'avais envie de vous dire. Oui, Hormoz, la photo. Pour toutes les fois où moi, on me dit, ah, je préfère, ok, si ce n'est pas une photo, si c'est un dessin, je préfère, c'est moins. En fait, les personnes vont souvent se dire, la photo, c'est trop frontal. Or, il y a plein de façons de prendre des photos. Et donc là, j'avais envie de te dire bravo sur ce travail qui tu vois, tu as réussi à respecter une pudeur tout en rentrant dans l'intimité. Et avec cet outil, enfin, la photo, ça peut être pris comme quelque chose de très intrusif, quoi. Donc bravo pour ça, j'avais envie de te le dire. Et enfin, je crois que j'ai fait le tour, mais vraiment, il m'est venu plein de choses quand je vous ai écouté. Ouais, je crois qu'il y a en tout cas en ce moment peut-être, j'espère, plus de personnes que cette histoire de sexualité évoquée dans le handicap va toucher, étant donné ce qu'on a tous vécu. Je me demande s'il n'y a pas davantage de gens qui vont être réceptifs à un message commun. Voilà. Et après, je me demandais, qu'est-ce que vous cherchez? Quels sont vos souhaits en lançant ces projets-là, l'exposition, ce moment ce soir? Et Vasile et Cindy en particulier, qu'est-ce que vous aimeriez que ça puisse produire? Alors, ça produit déjà des choses, moi je peux vous le dire, à titre personnel. Et puis alors, je ne sais pas si c'est de mauvais goût, mais je vais quand même tenter. Bon, maintenant, les sites de rencontres se sont vraiment banalisés. Et est-ce que, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe sur les sites de rencontres pour des personnes handicapées et quels sont les écueils potentiels, mais voilà, pour rencontrer des personnes, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc, voilà. Merci pour votre écoute et bravo pour votre travail. Merci. Moi, les sites de rencontre, j'aime pas trop puisqu'il y a souvent des filles que j'ai rencontrées, ils te ramènent des copines. J'aime pas trop, c'est juste pour un coup, c'est pas. Moi, j'aime pas ça, je préfère qu'on soit face à face. Et tu avais dit qu'une fois, tu avais rencontré une fille, elle avait amené plein de potes. J'ai rencontré une fille justement sur un site de rencontre. On s'est donné rendez-vous pour boire un coup à une terrasse. Il n'y avait pas encore le Covid. On s'est donné rendez-vous pour boire un coup. Elle est arrivée, mais elle n'était pas toute seule, elle était avec deux copines. Alors, du coup, ça m'a refroidi et je laisse tomber les sites de rencontre. Je préfère rencontrer quelqu'un en face à face. Ouais, alors, pardon, juste les sites de rencontres, et Cindy, j'aimerais bien si tu as envie de. Mais les sites de rencontres, à mon avis, il faut considérer ça comme un site, c'est-à-dire un lieu parmi d'autres, effectivement, parce que parfois, on attend beaucoup de choses des sites de rencontres, et c'était juste une idée, mais. Non, en fait, les sites de rencontres, là, ce qui est compliqué, avec moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les hommes, parce que moi, c'est les hommes, et du coup ça rentre très vite dans le vif du sujet, la sexualité, et du coup, il ne passait pas par la rencontre, il passait directement à la sexualité, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux, sexuellement, en fait. Donc, du coup, ça, t'as pas forcément, j'ai pas forcément envie de coucher, de coucher le même soir, mais plutôt de se rencontrer. Donc, du coup, ça bloque la discussion parce que chacun reste trompé sur ses idées et du coup, ça n'avance pas. Il m'est déjà arrivé de rencontrer et
ça se passait mal, ou parce que je m'apercevais qu'il était comme du gibier, quoi, en fait. Il était, excusez-moi pour le mot, mais j'avais vraiment l'impression d'être un morceau de viande ou même une femme, un test, quoi. Un test, puisque les personnes handicapées, on est dans les femmes, les femmes handicapées sont pas mal perçues comme des expériences sexuelles. Dues à leur handicap, elles peuvent faire des choses. On peut accepter des choses que peut-être les femmes valides n'accepteraient pas. Ça, c'est leur idée, c'est pas vrai du tout. Il faut que les gens qui arrivent sur les gens qui vont sur les sites de rencontre, il faut qu'ils arrêtent de nous traiter comme ça parce que c'est une forme de maltraitance, c'est ça. Et ça peut bloquer la sexualité de la personne handicapée et c'est pas bon du tout. Les hommes comme chez les femmes, il n'y a pas de discrimination, je veux dire. Voilà, on n'est pas des lapins, voilà. À un moment donné, il faut que chacun respecte la personne qui est en face et qu'on lui impose pas, son idée, c'est un moment de partage. Après, ça marche pas, mais respect, en fait, on te dit non, tu n'insistes pas et tu continues la conversation simplement, ou alors tu dis, bah, écoute, voilà, on voit que ça marche pas, on passe à autre chose, tout simplement. Et il faut que les gens arrivent à se dire, en face de moi, il y a une personne, je ne vais pas être qu'un handicapé. Donc, c'est terrible, en fait. C'est terrible parce que ça, on perd confiance, voilà, moi, je me suis retirée parce que j'étais totalement, ça m'énervait de recevoir des messages aussi crus, aussi avides de sens, en fait. C'était vachement agressif. Et un bout de viande, quoi, un bout de viande, c'est pas possible. Il faut que les gens arrêtent avec ça. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience. J'espère que tous les gens qui nous écoutent, et que s'il y en a qui sont sur les sites de rencontre, eh ben, il faut qu'ils prennent ça en compte ce soir. S'il vous plaît, merci. Voilà. Ouais, ouais. Alors, et Cindy, merci. Et donc, je me doutais un petit peu de ces gros écueils-là. Et en tout cas, voilà, je me dis, mais est-ce qu'il y a par hasard un travail qui est fait par rapport à ces sites de rencontres qui peuvent parfois, ou pas, je ne sais pas, à condition de, je sais pas, est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation particulièrement sur le sujet des sites de rencontres et du handicap aussi? Non, en fait, il y a des sites de. Moi, j'allais sur les sites de donc, comme tout le monde, mais il y a des sites pour les handicapés, d'handicapés en handicapés. Et moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, parce qu'on prépare un séminaire avec Cap devant. Donc, on est amené à faire des recherches. Et donc, on a regardé sur Internet. Il y a des sites pour les personnes handicapées entre elles. Et je n'ai pas essayé encore ça. Mais là aussi, ça nous remet dans le contexte d'handicapé à handicapé. Alors que c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut sortir de là. On veut être perçu comme tout le monde et pas nous mettre dans des boîtes. Voilà. Après, pourquoi pas, hein, s'il y a des gens qui se sentent à l'aise entre personnes handicapées, il n'y a pas de jugement. Mais je crois qu'il faut pas. Il faut arrêter de nous mettre dans des cases, en fait. Qu'on puisse. Comme tout le monde, quoi. Ça va, c'est bien. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme tout le monde. C'est juste qu'on vit assis ou couché ou en boitant ou en diabétique, enfin, voilà.
Mais on n'est pas si différents que ça, en fait. C'est juste qu'on est différents physiquement et mentalement, et c'est tout. Après, il faut s'adapter. C'est aussi la différence et la tolérance, je trouve. Voilà. Désolée, j'ai quelque chose. Et c'est très bien. Cindy, tu as été applaudie à l'écran. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je pense que ton témoignage est partagé par d'autres à distance. Est-ce que justement, Anissa, est-ce que tu as envie de parler? Parce que Anissa, donc, c'est grâce à Cindy que je connais à nouveau. Et en fait, avec Anissa, on se voit déjà depuis plus d'1 an. Et normalement, le prochain projet, c'est la maternité d'Anissa et sa vie de famille. Et voilà, on a un peu préparé le débat ensemble aussi parce qu'elle avait envie d'intervenir. Donc voilà, Anissa, si tu as envie d'intervenir, vas-y. Si tu n'as pas envie, enfin, comme tu veux. Par contre, tu mets ton micro, tu actives ton micro. On m'entend là? Oui, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, oui, j'ai rencontré Armos grâce à Cindy parce que avec Cindy, on a un peu un parcours un peu similaire au niveau familial et le vécu. Donc, du coup, quand elle m'a parlé du projet qu'elle a fait avec Armos, ça m'a donné envie aussi de parler du jugement des gens par peu de connaissances, par exemple, sur les personnes en situation de handicap et qui veulent être parents. Et on est beaucoup jugé par rapport à ça parce que on se dit que étant en situation de handicap, on ne peut pas être parent et s'occuper correctement de son enfant. Du coup, et on est beaucoup regardé, beaucoup jugé sans vraiment connaître les personnes, comment ils vivent au quotidien. Et voilà quoi. Du coup, c'est pour ça que je voulais aborder en particulier ce thème-là. Donc, c'est l'affectif au sens large, là, pour le coup, parce que oui, voilà. L'affectif familial, la maternité, le fait d'être maman, etc. C'est ça, il y a aussi, c'est pas que le regard extérieur, c'est aussi le regard de notre propre famille, en fait. On est jugé déjà par notre propre famille parce que pour eux, étant donné qu'on est en situation de handicap, pour eux, c'est un peu, ils nous infantilisent en fait. Je pense que c'est la peur qu'on vive mal les choses qui font qu'ils peuvent faire des erreurs en nous infantilisant. Au lieu de nous laisser faire nos propres expériences, quitte à tomber et se relever, mais pouvoir faire sa propre expérience, c'est ça qui donne un sens à la vie, quoi. Merci beaucoup, Anissa. Alors moi, je voulais revenir sur la deuxième question de Christine, qui était pour Basile et Cindy sur la suite de ce que vous avez fait avec Hormose. Quelles étaient vos attentes par rapport
à ces photos qui sont sorties et qui sont à la MACVAC à partir de demain, et également à l'atelier d'écriture. Voilà. Bon, moi, si j'ai fait ce projet avec Chronos, c'est pas que pour moi, si c'est pour moi, mais c'est pour les autres aussi qui sont dans la même situation que moi. D'accord. Merci. Ouais, moi, c'est un peu pareil aussi. Hein, et puis, changer le regard des gens aussi. Parce qu'on nous présente toujours des mannequins super. Donc, ça commence à changer, mais c'est pas encore ça. On nous présente toujours des mannequins super bien, super grands, super maigres, super. Voilà. Et bien non, il n'y a pas que ça. Dans la vie, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes comme nous et on doit aussi être parmi ces mannequins qu'on n'arrête pas de montrer H24 à la télé et qui ne reflètent pas la réalité. Qui ne reflètent pas la réalité. Donc voilà, c'est fait pour vraiment pour changer le regard des gens. Quoi. Et j'espère qu'il n'y aura plus de gens comme ça, de gens. Plus on verra de gens différents et moins on verra tous ces mannequins qui filent de fer et ça deviendra normal en fait. On n'aura plus besoin de faire des régimes, des machins pour avoir une belle peau. Non, ça, voilà quoi, la beauté, elle est dans chacun et chacun doit trouver sa propre beauté et c'est pas la télé ou les journaux qui doivent nous dire comment on doit être en fait. Et bah, de tout ça, c'est nous qui devons trouver comment nous voulons nous présenter. Voilà, et il y a plusieurs façons, mais pour ça, ça nous demande aussi de s'assumer en fait, d'assumer ce qu'on est, d'assumer ce qu'on veut, et de dire à mince, non, je ne veux pas ressembler à une femme comme ça, ou un homme comme ça, non, j'ai mon identité, et point barre, en fait. Il n'y a pas à me transformer. Et on sent que les médias, même si ça bouge, il faut continuer à bousculer tout ça, parce que ça ne bouge pas assez. Il faut vraiment cette mixité, il faut les garder le plus possible, la mixité, vive la mixité, quoi. Et les gens qui sont pas contents, eh ben, ils regardent ailleurs, et puis, tant pis, voilà, bah oui, au bout d'un moment, voilà, quoi. Voilà. Désolée, je suis un peu révoltée parce que voilà, c'est tellement un sujet qui me tient à cœur que du coup, je m'emporte. Voilà. C'est énervé quand même. Non, je suis pas énervée. Non, je suis vivante. Je suis vivante, voilà. Et c'est bien ce qu'on sent. Tu es vivante et militante, tous les deux d'ailleurs. Ouais, de la proposition que vous faites et d'une proposition que vous présentez comme étant militante. Ouais, moi oui. Ça n'est pas que pour vous en tant que personne, c'est voilà, pour lutter contre toute forme de discrimination, pour défendre une intégrité, une identité intègre malgré le handicap. Oui. Alors quelqu'un nous écrit. Alors ça c'est donc Bregnas qui est sur les photos avec Vasile, qui a vraiment été très impliquée, très présente et on a pu encore s'en rendre compte parce qu'on a à nouveau retravaillé ensemble cette fois-ci avec le film et la chorégraphie. On a répété plusieurs fois avant de tourner, et à chaque fois elle était là. Voilà. Tu veux peut-être parler de cette deuxième expérience? Pas trop. Cette deuxième expérience,
je sais pas, j'étais je dirais plus détendu qu'avec la première, c'était le Covid, tout ça, les gestes barrières. Et cette deuxième séance, c'était un peu, comment dire, ça m'a plu que la première séance. Oui, il y avait des gestes barrières encore. Oui, mais pas autant qu'avant. En fait, peut-être le contexte a fait qu'on est un peu moins angoissé qu'en septembre dernier. Oui. Mais c'est vrai Ça que toute la chorégraphie est basée sur le fait la chorégraphie est faite avec des masques, ils ont tous des masques, sauf à des moments où ils sont chacun un peu comme en aparté. Et la chorégraphie et le film est vachement là-dessus aussi, sur le fait de vouloir, d'être dans une vraie intranquillité, de brûler, de se toucher, et on n'arrive pas à se toucher, on n'arrive pas à se parler. Et du coup, bah, en fait, peut-être qu'en dansant, mais en dansant sans vraiment s'approcher, on arrive à exprimer ce que la parole ne peut pas exprimer, et le vrai toucher. Parce qu'en plus, on dit qu'en période de Covid, il ne faut pas parler, parce que c'est les groupes créatifs. Finalement, la danse, ça permet voilà, qu'il y ait moins d'aérosols. Donc, en fait, notre travail s'est trouvé très, très infiltré par le Covid. Pas avec Cindy, mais avec Vasile. En fait, faut bien en faire un argument créatif. En fait. Comment? Je suis pénible, j'étais pénible. Oui, oui, c'est vrai que tu as exprimé le fait d'être frustré à chaque fois. C'est vrai que lors des ateliers, ça posait beaucoup de questions, effectivement, le dispositif vis-à-vis du Covid, de la Covid. Et il y a une espèce de superposition entre le handicap, le dispositif du Covid et puis aussi le dispositif des écrans dans la rencontre et la rencontre amoureuse et ce qui est scénographié avec cet ordinateur. Et c'est assez étonnant parce que au final, cela rejoint un peu ce que Christine disait. Au final, finalement, on a moins parlé du handicap. Et puis même la pandémie s'est gommée. Et au final, ce sont ces problématiques de toucher qui ont fait jour. Et cette difficulté, en fait, du manque du rapport humain, mais pas liée à la pandémie, liée en fait au dispositif numérique qui est aujourd'hui partout et à la société numérique et qui s'est un peu exacerbé comme ça avec le COVID, pardon. Et le dispositif a souligné en fait l'empêchement et un manque qui était déjà présent au travers de la société numérique dans laquelle on vit et qui est finalement le quotidien des personnes handicapées. Il y a eu comme ça, c'était assez étonnant en fait, cette superposition de problématiques qui convergent vers le même problème en fait. En fait, l'écran, finalement, il n'y a que l'écran qu'on peut toucher. On n'arrête pas de toucher notre écran tout le temps, à défaut de se toucher, et encore moins maintenant. Voilà. L'écran tactile, ça porte bien son nom. Je peux vous partager une idée. Alors, une idée, ce n'est pas forcément une bonne idée. Hein. Je suis très dans des moments comme ça, brainstorming, et parfois, il me passe des choses farfelues un peu par la tête. Est-ce que par hasard, un germe de projet serait, et ça, je ne sais pas qui pourrait le prendre, d'aller chercher des alliés
du côté de ceux qui sont, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, j'espère, ceux qui sont à fond pour tout ce qui est alimentation naturelle, et notamment donc, quand on est avec des légumes, enfin, voilà, dans les supermarchés, les légumes qui se ressemblent tous, les carottes qui sont toutes de la même taille, les tomates qui doivent toutes avoir la même couleur, etc. Et je pense simplement à la pauvreté de l'alimentation et la pauvreté de l'esprit quand on est dans quelque chose où tout se ressemble. Et donc, je pense que ce qui est intéressant avec le handicap, c'est qu'on est confronté à, d'un côté, la tentation d'être dans quelque chose de très normé, très rassurant parce que tout est pareil, mais en fait très appauvrissant versus… Voilà, je me demande s'il y a une collaboration à envisager avec ce sujet des légumes. En fait, les légumes, les vrais légumes, en fait, c'est pas ceux qui sont tous pareils, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de toute façon, c'est juste une idée que je lance. Et bon, voilà. Non, Après, moi, je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Hein? Voilà. Oui, vas-y, je dirai après. Mais moi, voilà, quoi. On nous demande d'être uniforme, quoi. Oui, c'est. Comment dire? J'aurais pas vu ça comme ça. T'as de l'imagination, ça. Il faut travailler encore un peu l'idée, c'est ça? Voilà. Mais oui, c'est. Oui, on nous demande, ouais, j'ai l'impression des fois qu'on nous demande d'être uniforme, quoi, d'être tous pareils avec tous le même handicap, on le voit beaucoup, en dehors du foyer, hein, même des fois dans le foyer, on le voit, hein, on a tous la même pathologie, on comprend tous la même chose. Non, alors quoi, non, on est tous différents et du coup, ça m'ont expliqué que non, ça marche pas comme ça. Quoi. Donc, mais oui, je comprends Christine. Je vais laisser la parole à Rose maintenant. À Rose. Non, par rapport à l'uniformisation, il y a l'uniformisation de manière générale, les dictates, les injonctions de mode, etc. dont tu parles. Mais c'est vrai qu'il y a une uniformisation aussi, parce qu'on parle des personnes handicapées comme d'un groupe. C'est ça. Voilà, où tout le monde est pareil. Voilà, à peu près pareil. Et ça aussi, voilà, il y a un véritable éveil qu'il faut avoir par rapport à ça, parce que voilà, rien que Basile et toi et Anissa, ou Kamel là, qui n'est pas là, ou même, voilà, c'est carrément autre chose. Donc, c'est toujours, voilà, cette uniformisation, en fait, elle va au-delà du diktat et de l'opposition vers les handicapés. Et par rapport aux légumes, effectivement, oui, maintenant, on commence à être plus rassuré quand un fruit ou un légume est un peu des imperfections. Et nous, en photo, on a pas mal travaillé dessus pendant des ateliers. D'ailleurs, j'ai deux de mes élèves qui sont présents. Je ne sais pas si Marie se rappelle on avait confronté voilà, des photos alimentaires de ce qui était complètement parfait, en même temps hyper anxiogène, et finalement le morceau de pain qui avait des aspérités, et c'était beaucoup plus, on avait plus envie de manger ça. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que Christine, toi tu faisais allusion, mais… Si, ça le complète, ça le complète. Et puis, je me dis que quand on veut essayer de faire passer un message, il faut peut-être repérer les alliés qui ont déjà avancé sur un sujet pour le rendre plus glamour aux yeux du grand public. Et donc, tout ce qui est bio, tout ce qui est légumes, légumes, des légumes dans tous les sens, ça, on a avancé sur ce sujet-là. Et est-ce qu'il y a une espèce de benchmarking à faire pour que ça puisse servir aussi la cause du handicap et qui nous concerne tous tôt ou tard, par ailleurs, le handicap. Donc, voilà. D'accord. Déjà, il faudrait changer les codes, quoi, les mots, en fait. Parce que des fois, quand on est tout un groupe, on nous appelle les fauteuils. Donc, on oublie qu'il y a quelqu'un sur les fauteuils, en fait. Et des fois, on dit, je sais pas, on va aller boire un coup,
on est trois potes, et ben allez, on en a trois chaises pour trois fauteuils. Et bah, il y a quelqu'un sur les fauteuils en fait. Donc, si vous voulez qu'on paye, les gars, on est là, quoi. On est là, quoi. Mais pour ça, il faut le dire, quoi. Voilà, il faut réchanger aussi le mot handicap, qu'est-ce que comment les gens perçoivent ce mot-là. Nous, on le sait, ce que ça veut dire, mais je ne crois pas que les gens le savent. Les gens qui ne connaissent pas le handicap autour d'eux, je ne crois pas qu'ils savent ce que c'est que. D'où vient ce mot en fait On avait regardé, c'est un mot anglais, c'est un truc dans un chapeau. Ouais, c'est un rapport avec rien à voir avec le handicap. C'est un cap sportif en fait. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est le cheval. Voilà. Donc, ouais, il faudrait. Bon, là, on sort du sujet, il y a plein de. C'est tellement un sujet vaste qu'il y aurait plein de sujets. Voilà, quelle est, pardon, l'étymologie du mot handicap? C'est quoi l'étymologie du mot handicap? C'est d'avoir la main, dans je ne sais plus quel sport britannique, le fait d'avoir une main immobilisée dans une poche ou à l'arrière, je ne sais plus. Voilà. Ouais, de manière volontaire, en fait. C'est assez alambiqué pour de se dire comment. D'ailleurs, je ne sais pas dans les autres langues latines comment on dit, mais en anglais, déjà, c'est pas ce mot-là. Mais ouais. Et puis c'est une question, effectivement, maintenant on commence à parler des handicaps, mais c'est vrai que souvent, le handicap est globalisé. En fait, le handicap recouvre des réalités très différentes entre les handicaps sensoriels, les handicaps moteurs, les handicaps psychiques, les handicaps cognitifs. Et en fait, il y a autant de handicaps que de personnes. Puisque... Et à l'intérieur de chaque type de handicap, les personnes ne sont pas du tout interchangeables. Et c'est toujours difficile, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'était vu dans le bureau, de dire, voilà, je fais un travail sur handicap et vie affective. Déjà, c'est hyper généralisant. Après, bon, il faut se comprendre aussi, donc on est obligé de faire des raccourcis. Mais c'est toujours, bon. La danse, c'est mieux que les mots. Les dents sexuelles. Les dents. J'en parle. On parle pas. Bon. Oui. Non, on parle pas. Oui. Les dents sexuelles, je sais pas je sais pas si tout le monde connaît. Non, tout le monde ne connaît pas. Hein? Tout le monde ne connaît pas. Voilà. Depuis combien de temps? Non, depuis combien de temps on peut faire appel à des dents sexuelles? Je ne sais plus. Bon, on nous propose des. En France, on n'a pas le droit, mais dans d'autres pays, on peut on a des droits à des dents sexuelles. C'est des personnes qui sont formées pour avoir une vie sexuelle, mais la personne aidante est payée, donc c'est rémunéré, et la personne aidante est là pour apprendre à connaître encore la personne handicapée. Donc c'est très paradoxal parce qu'en France c'est interdit, dans d'autres pays on a le droit, mais il faut y aller tout seul, et puis c'est arrivé. Donc, du coup, c'est entre la prostitution et c'est entre. Mais à la fois, c'est réparateur. Ça peut être réparateur, le débat est très délicat c'est quelque chose qui. Alors, moi, j'étais contre. J'étais vachement contre au début parce que je me disais, ouais, on nous propose ça parce qu'on n'est pas capable d'avoir autre chose. Ils croient qu'on a besoin de tout d'aller payer pour coucher avec quelqu'un. Alors on peut coucher tous les soirs si on veut. Voilà. J'étais très revendicatif.
comme d'habitude, et je me suis renseignée. Et là, on m'a expliqué que non, c'était vraiment pour aider la personne à comprendre son corps et que les dons n'étaient pas là pour prendre son plaisir, même s'il est payé, mais il est là vraiment pour t'aider, pour aider la personne handicapée. Donc, ça change carrément le discours. Donc, je n'ai pas eu sujet. Mais je me suis quand même interrogée sur cette question. Et il y a eu, je ne connais pas voilà, les personnes autour de moi qui peuvent témoigner de l'avoir pratiqué parce que c'est perçu comme C'est interdit. Ouais, c'est interdit. Ouais, c'est en France, mais ailleurs, en Belgique. Ben, ailleurs, la prostitution est légale aussi. Hein. Donc, si on va par là, c'est généralement les mêmes pays d'ailleurs. Hein? Non, mais c'est les mêmes pays qui autorisent à la fois la prostitution et les violences sexuelles. Hein. Donc, ça va de pair. Donc, je pense que le jour où il y aura des violences sexuelles en France, c'est également le jour où la prostitution sera légale. Donc, à mon avis, c'est pas tout de suite. Ben non, en France, on le sait. Mais ailleurs, c'est voilà. Voilà. Mais il y a encore des progrès à faire. Je ne dis pas que ce soit facile à faire, à avoir une démarche comme ça, parce que c'est. Voilà, il faut bien réfléchir, je trouve, à ce geste-là, de faire appel à un aidant, voilà. C'est très. Ce qui est aussi un peu la démarche inverse de ce que tu nous as exposé depuis tout à l'heure, sur la volonté, l'acte de réparation que la photographie a pu avoir pour toi, de trouver ton corps photographié beau, désirable pour d'autres. Voilà. Du coup, c'est un peu l'inverse de le travail que vous nous présentez, où vous voulez justement être dans une recherche d'une image de vous, d'affirmation de ce qu'est votre corps et de sa capacité avec le handicap à continuer à être désirable et désirant. Voilà. Mais là, non, quand je me suis renseignée, je ne me suis pas renseignée. Mais je me suis renseignée comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Mais c'est très difficile c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça. C'est quelque chose qui doit être. C'est comme. C'est réparation, ça doit être un soin. C'est de la réparation, en fait. Bon. Si moi je fais appel à un dedans, ça sera pour faire de la réparation. Je suis plus réservée sur le sujet. Mais... Voilà. Oui. C'est bien sûr. Chacun, c'est le sujet qui est très compliqué à comprendre. Mais il faut que les gens parlent. Il faut qu'on en parle parce que ça revient sur le tapis souvent, mais je ne suis pas sûre qu'on soit obligé d'en parler parce que vraiment, je suis d'accord avec ce que disait Cécile. J'ai l'impression que à partir du moment où on se trouve dans la possibilité de pouvoir faire appel à quelqu'un qui va s'occuper des besoins du corps, justement, votre démarche que vous avez fait, de montrer votre corps et votre désir qui existe et aussi le dévoiler, en fait, pour moi, c'est absolument le contraire. Parce que pourquoi avoir un corps désirable si, de toute façon, il suffit de faire la demande et quelqu'un va venir s'occuper de ce corps. Moi, je ne répondrai pas. Mais, oui, non, mais Allez, on peut répondre. J'ai envie de dire quelque chose, mais... Moi, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre, mais après, voilà. Oui. Parce que c'est deux niveaux différents, en fait. Si on est dans la réparation, c'est peut-être deux niveaux différents. Christine, on vous écoute? Merci. Alors, moi, je crois qu'il y a des moments où on a besoin de quelqu'un extérieur à toute relation familiale, personnelle, quelqu'un qui, on peut l'espérer, mais c'est aussi aventureux d'aller voir un psy. Il y a aussi des gens, enfin, malheureusement, il y a des gens incompétents partout. Puis,
là, c'est un domaine dont on parle qui est encore récent, je suppose. Mais je crois que voilà, quand il y a une démarche, un besoin de guérison, eh bien, c'est pas mal d'avoir un cadre avec quelqu'un dont on sait que c'est une personne en dehors voilà, de tout lien, mais avec qui pourtant il va y avoir un lien sur un temps, avec des règles du jeu qui sont posées, règles du jeu, enfin voilà, les règles qui sont posées. Et ça me semble, moi, ça me semble intéressant. Et avec toutes les mises en garde qu'évoque Cindy notamment. Et on a Après, besoin parfois. c'est pas Vendredi Blême, il suffit d'aller au bordel hein, où on trouve les prostituées, c'est propre, c'est bien, les prostituées font des déclarations d'impôts, elles payent les impôts, elles ont l'assurance sociale, mais ça reste de la prostitution. Donc, le débat de fond. Non, mais pas curieusement, les pays où il y a les aidants sexuels sont, comme je viens de le dire, aussi les pays où la prostitution est légale. Donc, il y a quelque chose qui ressemble. Mais ils ne sont pas formés. Voilà, par exemple. Je suis sûre qu'en Allemagne, si on regarde bien, je suis sûre qu'on trouve une école pour prostituer. Hein. Vraiment, hein, puisque c'est un travail comme un autre. Il y a deux documentaires, enfin non, 2 films super que j'ai trouvé qui montrent. Il y a un film sur Arte qui est peut-être plus visible maintenant, À cause de mon corps, et là qui montre pour le coup la mésaventure que vit une jeune femme handicapée parce que finalement elle a du mal à se remettre de cette expérience. Et un autre film plus ancien et peut-être un peu plus romantique, américain, avec une actrice qui s'appelle Helen Hunt. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ces films déjà, hein, mais et alors Helen Hunt, voilà, elle joue ce rôle auprès d'un monsieur qui est dans son lit, qui ne peut pas bouger. Et pour le coup, là, voilà, il y a 2 tons. L'un qui montre le côté dur à encaisser de l'histoire et l'autre qui est un beau film aussi. Donc intéressant ces 2-là à voir. Moi, je l'ai vu avec Hélène. Anissa, peut-être tu veux t'exprimer sur ce sujet ou pas, comme tu veux. Ou vas-y aussi. Oui, alors moi personnellement, je suis pour parce que je connais des personnes qui sont lourdement en situation de handicap et qu'ils ont la frustration du fait de ne pas connaître l'acte, pour être plus cru, l'acte sexuel, de ne pas connaître leur corps, puisque malheureusement ils peuvent pas faire des rencontres comme Cindy peut faire ou Vasile ou moi-même. Du coup, je pense que les aidants sexuels ils devraient être en France, on devrait réfléchir à tout ça parce que franchement, pour les personnes qui sont extrêmement en difficulté, c'est assez frustrant, quoi. Ouais. Parce qu'on peut avoir un handicap très lourd et être bien dans sa tête et vouloir les choses comme toute personne, quoi. Moi, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de regarder des émissions, de voir des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui ont du mal avec leur vie, leur corps, tout ça. Et du coup, ça fait réfléchir. Parce qu'on dit que la sexualité aussi est assez à du bien-être, à des bienfaits pour le physique aussi. Donc, c'est pas que l'aspect sexuel, c'est aussi ça peut être différent, ça peut aider quelque part. On n'a pas les mêmes besoins, mais je suis pas contre pour que les gens fassent appel à ce genre de pratique parce que ça les aide physiquement ou pour un bien-être qui les regarde. Oh ben, c'est pas du tout. Hein.
on peut entendre que cette demande ou ce besoin puisse exister. Pour autant, d'abord, c'est un débat qui nous dépasse très largement. Et d'un autre côté, on ne peut pas envisager ça sans envisager que devient le corps de l'aidant. Le corps de l'aidant devient une forme de marchandise monétisée. Donc, c'est bien sur ce sujet, voilà, on est en difficulté sur ce point parce qu'on ne peut pas tout à fait partager. En tout cas, il faut avoir une vision des deux personnes. Il y a des besoins particuliers, mais il y a aussi l'impossibilité d'imaginer qu'un corps devienne une monnaie. Enfin, voilà. Et notre conviction, et celle-ci, c'est que aucun corps ne peut être vendu. Et voilà, il y avait un parallèle qui était fait avec le soin. Je pense que c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'un psychothérapeute d'avoir un moment, un temps sexuel partagé, même s'il est clairement défini avec des limites. Voilà, se pose la question du prix du corps de l'aidant sexuel. Et pour moi, un corps n'a pas de prix et un corps doit rester à celui auquel il appartient, quel que soit ce corps. Mais je trouve ça absolument juste, effectivement, hein, de rappeler ces limites-là. Je me permets, c'est un peu difficile quand on est à distance de savoir à quel point on interrompt, excusez-moi. Je me souviens dans le film que j'évoquais tout à l'heure, À cause de mon corps, donc sur Arte et peut-être ailleurs maintenant, peut-être que mon souvenir n'est pas le bon, mais dans ce film, on montre une découverte d'une sensualité, d'une sexualité, mais sans que l'aidant soit dans un contact physique hyper intime, en fait. Il me semble que... Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une découverte, une exploration, mais sans que le corps de l'aidant soit dans un acte sexuel qui va jusqu'au bout, quoi. Voilà, pour être... Après, je pense que c'est des questions qui sont tout à fait entières dans notre société. Aujourd'hui, un jeune ordinaire, valide, qui va au collège et au lycée, connaît un apprentissage et a une éducation sexuelle dispensée par l'éducation nationale, par les différents intervenants, là où un jeune qui grandit et qui fait sa scolarité dans un établissement spécialisé, un IME, un IM Pro, qui ensuite entre en masse, en femme, ne rencontrera à aucun moment de sa vie d'apprentissage, d'éducation sexuelle ou de temps de prévention sur les risques, sur les MST, sur... voilà. Et tout comme, tout à l'heure, on a parlé des rencontres sur les types de rencontres, dans une scolarité ordinaire, à un moment, se posera la question d'une sensibilisation à la difficulté, à la violence, au harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans tout le parcours d'une personne porteuse de handicap dans l'éducation spécialisée, cette sensibilisation n'existe pas, créant sûrement des écueils et des situations dramatiques dont on a peu connaissance. Donc, je pense que peut-être le sujet est plutôt, en tout cas pour moi, à porter de ce côté-là, de permettre une éducation sexuelle et une compréhension des bouleversements du corps ou de la satisfaction du corps dans le cadre d'une éducation et prévention sexuelle plus ordinaire, entre guillemets, que la question simplement de l'assistance sexuelle. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que on n'est pas assez au courant de ce manque d'éducation dans voilà, les personnes porteuses de handicap. Il n'y en a pas, et même on avait regardé ensemble, on cherchait des documents pour expliquer à des adolescents en situation de handicap, des documents un peu plus faciles à comprendre, et en fait, on n'en trouve pas. Donc, du coup, effectivement, peut-être il faut, avant d'aller vraiment très loin en proposant des solutions pour les adultes, il y a déjà les adolescents qu'il faut... il faut qu'ils aient accès à l'éducation. Et ça, par exemple, c'est une question qui est beaucoup plus facile à régler, j'espère, que les aidants sexuels, par exemple. Mais il y a un vrai sujet de comment les jeunes qui sont dans des foyers, qui sont pas dans l'éducation nationale, apprennent ce que c'est que la sexualité, la leur, mais même en général, et puis même
les IST, enfin, ça existe pour tout le monde, hein, donc ça ne s'arrête pas au handicap ou pas. Et vraiment, je crois qu'il y a vraiment des sujets très importants. Et par exemple aussi, parce que revenons, le travail que vous faites, je trouve que c'est ça qui est important aussi, parce que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir le montrer, et Vasile et Cindy l'ont dit, ils l'ont fait pour eux, mais aussi pour les autres. Et je crois que vraiment déjà, si les personnes en situation de handicap, mais aussi les autres peuvent avoir connaissance de ce besoin d'intimité, de sexualité, le voir, le lire, l'entendre, c'est déjà un gros pas dans la bonne direction, hein, puisque vraiment, je crois qu'il faut déjà commencer par là avant d'aller au paradis, de là où on appuie sur un bouton. D'ailleurs, petite information, il y a aussi il y a plein de gens qui n'ont pas de rapport sexuel. C'est indépendamment de leur situation de handicap ou pas. Hein, et puis, il y a des gens qui ne veulent pas aussi. Oui, non, mais c'est ça. On n'en parle pas aussi, parce qu'il y a donc, toujours l'injonction à avoir. Mais je crois que vraiment, c'est très important. C'est pour ça aussi que vraiment, on voulait, qu'on a soutenu votre projet et qu'on voulait ce débat, parce qu'il faut déjà commencer par en parler, hein, avant d'aller complètement à l'autre bout du spectre pour régler du problème. De toute façon, nous, on n'en réglera pas. Et, pour éviter qu'on fasse se discuter ce soir. Oui, bien sûr. Non, mais je crois que c'est vraiment. À mon époque, il y a un certain âge, il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'époque. Au collège, tout ça, on apprenait la reproduction. Dans les années 80, bon. Alors, moi, mais où étiez-vous à l'école? J'étais à Paris, Paris 15e. Dans le privé, peut-être? Plus ou moins. Ah, voilà. Non, j'ai des souvenirs merveilleux de modèles en bois où le professeur de SVT a enfilé un préservatif. Ah oui, après, préservatif, effectivement, comme c'était l'époque. Comment il fallait faire pour les fellations, hein, s'il fallait aussi le mettre. Sur la fellation, il n'y a rien. Comme ça. Après, pardon, puisque je fais quelques mots, puisque moi, mes délégations, je ne porte pas tout à fait sur l'accessibilité et le handicap, mais vraiment dans les rencontres qu'on a déjà eues, dans l'expo, les textes, la discussion de ce soir, il y a tellement de choses qui font écho à mes délégations, à la fois l'égalité femmes-hommes, avec ce que disait Cindy tout à l'heure, parce qu'effectivement, les histoires, comment se comportent les hommes avec les femmes sur les sites de rencontres, c'est pas réservé aux femmes en situation de handicap, même si celles-ci sont évidemment beaucoup plus vulnérables. En même temps, il y a pas mal d'hommes qui ont le chic de ne pas entendre quand les femmes disent non, je ne veux pas. Mais évidemment, c'est encore plus difficile pour des femmes en situation de handicap. Tout est toujours décuplé, vous savez ça. Hein. Après, il y a aussi la discrimination. Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, le handicap est la première raison de discrimination en France. Et du coup, moi, c'est quand j'entends dire que c'est le regard des autres, etc., moi, je crois que vraiment un des moyens très, très forts pour lutter contre les discriminations, c'est de mieux se connaître et de savoir qui on est soi-même, qui sont les autres, et aussi de manière très intime, parce que c'est vrai, déjà, beaucoup de gens ne connaissent pas les personnes en situation de handicap, que les personnes ne sont pas toutes les mêmes, mais de là, imaginez qu'elles ont en plus une vie intime, sexuelle, affective, c'est vraiment très important dans la lutte contre les discriminations et pour mettre fin aux stéréotypes. C'est vraiment, bravo pour le travail que vous faites. Donc, je crois que c'est vraiment très, très important. Je suis très, très heureuse de ce que vous avez fait et j'espère qu'il y aura plein d'autres occasions où on va se discuter. Merci pour ce joli mot de conclusion, Andrea. Je pense qu'on approche de l'heure à laquelle nous allons devoir nous quitter, à regret. Donc, nous vous attendons de nouveau à la MACVAC depuis vos écrans
dès la semaine prochaine et puis jusqu'au 6 juillet avec une autre soirée avec Cindy qui viendra clôturer le mois parisien du handicap. Ici. Mais oui, Cindy, tu m'as jamais c'est bien confirmé pour le 6 juillet. Moi, je voudrais vraiment saluer le travail que vous avez fait et vous remercier, Basile et Hormos, d'être venus nous faire la proposition d'exposer ces photos. Je pense que ce soir, on lève le voile sur un pan de la vie des personnes avec handicap dont on parle trop peu souvent. On voit bien qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur le sujet, mais ça permet en tout cas de l'aborder avec beaucoup de pudeur, mais en même temps avec de vraies envies de votre part et je vous en remercie. Merci Hormos pour la qualité du regard que vous portez sur les personnes que vous photographiez. Et puis des petits remerciements. Un grand merci à Valérie qui a assuré tout au long de la préparation de ce mois parisien du handicap. Un grand merci à Olivier. Un grand merci à Sandra pour votre accueil ce soir et pour les conditions du débat que vous avez su créer. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Alors, on a une tradition à la MACVAC depuis que nous faisons des événements par visioconférence. Je vous invite tous et toutes à allumer vos micros et à dire merci, à faire des claps ou à envoyer des cœurs par le chat. N'hésitez pas à remercier tous nos intervenants et intervenantes de ce soir. Voilà, merci aux participants. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Merci.